Olá, boas tardes. Vou falar sem máscara porque não vai incomodar muito. Nós estamos na Esplanada da Tinta, onde vamos ter o encontro com o Baudouin. C'est bon, c'est bon. Ok, peço desculpa, eu vou repetir porque pode ter sido cortado o início. Muito boas tardes, bem-vindos. Nós estamos no terraço da Tinta dos Nervos, onde temos a exposição do Baudouin, e vamos ter agora uma apresentação e uma apresentação em direto. Nós estamos aqui já com o artista e também com o Christian Tisson, diretor do Instituto Francês em Portugal e conselheiro cultural da Embaixada Francesa. A conversa, como imaginam, vai ser em francês, mas depois, se houver essa necessidade, procuraremos traduzir alguma parte ou ajudar-vos a compreender alguma da conversa. Como dissemos também por escrito, se quiserem deixar algumas perguntas nos comentários, façam. Vamos tentar. Não prometo que consiga acompanhar tudo, mas tentarei. Boa tarde, obviamente, a toda a gente que está aqui presente. Agora vou ficar com a cabeça cortada. Bem-vindos. Bienvenue. Merci de votre présence. Et je vous passe la parole pour faire une petite présentation. Merci Pedro, bonjour à tous. Je voudrais remercier d'abord la librairie Tinta dos Nervos et Pedro Moura pour cette exposition d'un artiste français, Baudouin. Voilà, on est évidemment toujours content quand un événement de cette nature se passe. Merci aussi pour braver les circonstances adverses et maintenir le cap de l'ouverture et de présentation d'une exposition et d'inviter en personne l'artiste. C'est pas facile actuellement et vraiment je salue votre persévérance et votre volonté. Et enfin, merci à Baudouin, lui aussi de braver un peu la complexité actuelle et prendre un peu de risque, quelque part, j'espère pas, in fine. Mais donc, vraiment, merci beaucoup d'être avec nous et je crois que vous allez partager votre art bientôt avec nous. Donc, merci beaucoup et je vais m'empresser après d'aller voir cette exposition. Voilà. Bien, merci. J'ai rien à dire, non, je suis là, mais c'est vrai que ça devait se passer avant cette pandémie. On dit beaucoup merci, mais on a raison. Je ne sais pas du tout où va aller la culture, mais ce que je sais, et je crois qu'on est beaucoup à le savoir, c'est que plus que jamais, elle est capitale, on va dire. C'est de quelque manière qu'elle sera mise en place, réfléchie, réorganisée dans beaucoup de domaines, elle est absolument vitale, vue effectivement comme quelque chose que disait Spinoza, mais Deleuze et puis Nietzsche opposaient la vie à la mort. Et la culture permet d'opposer la vie à la mort. Je pense que, en vérité, il faudra, personnellement, c'est une idée un peu comme ça, de recommencer comme à zéro, comme petitement, comme dans les quartiers, puisque les grandes manifestations sont un peu, pour l'instant, un peu arrêtées, recommencer le plus vite possible, et dans les écoles, bien sûr, et dans tous les espaces où les enfants en ont tellement besoin, je crois, aujourd'hui, de quelque chose, d'un rêve au-delà de ce qu'ils vivent souvent. Et donc, je la vois un peu comme ça. Et puis, dans les quartiers, dans les rues, avec les moyens du bord, avec des moyens très simples, comme si on n'avait plus les moyens, et justement les inventer, les nouveaux moyens. Bon, voilà. Mais donc, voyager, faire tant qu'il est possible de faire qu'il y ait quelque chose avec la culture, il faut le faire aujourd'hui.
absolument. Bien. Je voulais mettre de l'eau là-dedans pour... Alors maintenant, c'est autre chose. Mais alors, c'est enregistré tout le temps, là. Oui. Même si je dis des bêtises énormes. Je pense qu'en ce cas, on n'a pas besoin de faire de questions, poser questions et de réponses. Non, non, Tout le non, monde peut avec moi, participer. il faut me tirer une balle dans la main. Faut me faire comme ça. Comment c'est le ciseau, là? Il faut me faire comme ça, il faut m'arrêter. Mais par contre, dans le temps où je parle, où je fais des choses là, dans ce temps-là, si vous avez envie de m'arrêter sur un sujet donné, sur quelque chose, vous avez le droit de m'arrêter. Alors, en premier temps, c'est que c'est une rencontre avec un auteur. Hein. Je ne revendique pas le mot spécialement artiste, mais oui, je fais de l'art. Hein, donc avec un artiste. Je suis un. Hein, je représente pas la bande dessinée. Hein, je représente pas l'ensemble. Chacun, il y en a d'autres qui, s'ils étaient à ma place, feraient un autre discours tout aussi intéressant. Je veux dire, où on aurait à apprendre. Hein. C'est donc juste la rencontre de un. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup qui viennent se succéder. Bien. Alors, l'art, faire un livre. Je pense que nous sommes tous des artistes. On le sait pas. A priori, c'est pas le mot. On ne sait pas. Mais quand on se promène dans la nature, quand on est devant un paysage, il arrive que c'est tellement fort ce que l'on ressent là, que on a l'impression qu'on pourrait s'arrêter là, qu'on pourrait s'asseoir là et rester là tout le reste de sa vie. En tout cas, quand on arrive, j'éteins le téléphone, on a l'impression que là, on est arrivé devant quelque chose qui est évident maintenant pour tout le reste de la vie. Qu'on est devant ce qu'on voulait voir, ce qu'on voulait, que ce soit un être, que ce soit la nature, que ce soit un espace donné. Bien. On a l'impression que on pourrait s'allonger là comme ça et être bu par la terre là qui est là. On a l'impression que nos cellules se répandent, nos atomes se répandent. Ça arrive à tout le monde, je suis sûr cela. Sortent de nous-mêmes, partent au-delà de l'espace de la peau et s'en vont dans la nature. Ou alors, le contraire, que tout ce qui est là pénètre en nous, nous envahit, et que nous devenons ce qui est là devant. Ça, je crois, nous l'avons tous touché, que ce soit donc avec la nature, un tableau, un film, une personne, un enfant, une personne, ça peut être n'importe quelle personne, ou un groupe de personnes, c'est-à-dire un spectacle. Nous l'avons tous ressenti. Ou la différence avec celui qui se pose la question de l'art, c'est que lui, elle, va essayer de mettre ça sur du papier, dans un violon, avec des gestes, avec de l'écriture, avec des dessins, avec des couleurs. C'est la différence, elle est là. La première partie, nous l'avons tous vécu, nous le vivons. Plus ou moins, il y a des personnes qui le recherchent plus que d'autres, mais nous le vivons. La deuxième partie, elle est non pas plus complexe, pour des raisons jamais très compréhensibles, en tout cas très faciles à analyser. Il y en a qui en ont besoin de
de l'exprimer, de le mettre sur du papier ou dans un piano ou dans un ordinateur ou dans la pellicule. Et ça, voilà. C'est la troisième chose qui se passe. C'est que si cette personne est allée au plus loin, il y a travaillé longtemps, on va dire c'est devenu son métier, si c'est un métier, c'est devenu quelque chose de quotidien pour cette personne-là, et qu'il arrive à le mettre sur du papier, alors, et que quelqu'un voit ce papier, ou entend ce morceau de musique, ou voit ce spectacle, et ça lui parle directement, ça le ramène dans le paysage qu'il a vu, lui, qui est sa culture, son paysage. Ça n'est pas obligatoirement, bien sûr, le paysage de l'artiste. Ça n'est pas l'endroit où s'est promené l'artiste, mais par les mots qu'il a employés, par les traits qu'il a mis sur le papier, eh bien, à ce moment-là, s'il arrive à cela, alors ça va parler longtemps, longtemps après. Et on va dire que si ça ne se passait pas, Mozart ne parlerait à personne, et Bach non plus, et Giacometti non plus, et Goya non plus, et Pessoa non plus. Hein? Si ça parle, si ça nous ramène à quelque chose de nous-mêmes à travers les années et les siècles, eh bien c'est parce que cette personne, elle était au plus proche de sa vérité à ce moment-là, en face de cela. J'ai touché ça une fois très fort dans le métro. Quelqu'un qui vendait des reproductions, mauvaises reproductions, c'était un type avec peu d'argent, donc les reproductions, c'était des photocopies, de mauvaises photocopies, de dessins chinois, de peintures chinoises, enfin des dessins. Mais eux, ils appellent tout peinture. Hein, quand c'est des dessins, c'est peinture aussi. Bon, des roseaux, des montagnes et un étang et une barque sur l'étang. Et je regarde ça, je me pose des questions quand je vois un bonhomme, sûrement un prolétaire, hein, acheter ça. Je lui vendais 5 €, hein, des choses comme ça. Et il achète cela. Et là, ça m'a... Voilà. Ce bonhomme-là, il vient, il achète ça. Il achète pour le mettre chez lui. Hein, il va s'en servir. Et je marche dans Paris et je me pose des questions. Je m'invente une histoire. Cet homme-là, il achète ce dessin, ce roseau, pour mettre chez lui, dans sa chambre ou dans sa cuisine. Cet homme-là, il travaille aujourd'hui. Et peut-être que c'était l'hiver, il faisait nuit très vite, là, à ce moment-là, à Paris. Il ne voit pas le jour. Le matin, il se lève, il va travailler, il ne voit pas le jour. Le soir, il rentre, il ne voit pas le jour. Et il a ça chez lui pour que ça lui fasse du bien. Il n'a pas ça chez lui pour y cracher dessus. Pour que ça lui fasse du bien. Comment ça c'est possible? Ce Chinois du 17e, 16e, 17e, 18e n'a rien à voir avec cet homme. Je veux dire, rien de la vie de cet homme, pas une minute de la vie de cet homme est en accord avec ce Chinois, hein, qui était passé ses journées justement à chercher à faire le roseau, à faire l'étang. Rien du tout. Et pourtant, si cet homme l'a acheté, c'est que ça lui fait du bien. Donc ce Chinois, à travers la mauvaise photocopie, à travers le temps, à travers une culture qui n'a rien à voir, va faire du bien à cet homme-là. Et ça, c'est là l'humanité. C'est là où la rencontre, c'est comme ça que l'on vit. C'est comme ça que...
et je vais arrêter avec ça, mais il y a un artiste français qui est mort il y a peu de temps. Il était aussi de ma région, je crois, Robert Fioux. Il n'est pas très connu. C'était un type qui faisait des installations. J'adore pas personnellement, mais les installations, c'était joli. Il faisait des choses jolies. Comme si c'était comme des enfants qui s'amusent à faire une maison avec les chambres, avec les trucs, des choses comme cela. Robert Fioux. Et il a dit la chose la plus belle sur l'art qui correspond à cet homme-là. Et c'est là que je reviens aussi à l'importance de l'art de la culture dans ce moment. Il a dit l'art, ça vous le notez sur les papiers, hein, vous l'apprenez par cœur. L'art, c'est ce qui rend la vie plus importante que l'art. J'avais écrit ça. L'art, c'est ce qui rend la vie plus importante que l'art. Et ouais, là, oui, Pina Bausch, c'est ça qu'elle faisait, hein, et d'autres. Hein. Tu sortais de Pina Bausch, moi j'allais sur le bord de la Seine après, puis je dansais tout seul. Hein. Bon, l'art, c'est ce qui rend la vie plus importante que l'art. Eh bien, voilà, hein, si on arrive un peu à ça, hein, tout le monde ne fait pas de l'art dans ce sens, hein, ça peut être uniquement cérébral, pourquoi pas. Mais quelque part, c'est ce qui rend la vie plus importante que l'art. Hein. Et Pedro Costa, il fait ça. Hein. Il rend la vie plus importante que ce qu'il fait. Puisque là, on est d'accord tous les deux sur un cinéaste portugais qui m'a beaucoup apporté. Et une fois à Paris, dans une salle de cinéma, on m'avait donné à parler du film que j'aimais le plus. Alors, j'étais sur la scène comme ça, et je parlais de Pedro Costa, de Ossos. J'avais dit ce que je pensais de Ossos. Voilà. Donc, bien. Ben, voilà, j'ai dit qu'est-ce que c'est donc après. Maintenant, comment l'exprimer? Alors, cette histoire de paysage, celui qui est allé le plus loin, et il en est devenu fou, peut-être, je ne sais pas s'il était fou, mais on dit facilement, on parle facilement de la folie, hein, pour Artaud, pour Camille, Claudel, hein, est-ce que c'était des fous, hein? Camille Claudel aussi, elle touchait des espaces où une femme on n'avait jamais permis à une femme. Donc, elle avait la permission d'aller dans cet espace-là, et après, effectivement, que ça rende un peu fou, enfin, que ça rende fou. C'est pas cette chose-là, d'avoir, j'imagine, Camille Claudel, d'être devant, vouloir représenter ce que j'ai dessiné là pour toi, hein, l'acte amoureux, hein, avec elle, femme, elle avec la terre, avec, c'est vrai, et laisser donc aller dans ce précipice qu'est de mettre cette tendresse et cette violence qu'est l'acte sexuel et oser le faire comme elle a fait. C'est vrai que ça fait trembler, c'est vrai que c'est vite fait de dire que ces personnes-là perdent la raison, parce qu'ils sont dans une extrême sensibilité qui fait que peut-être c'est pas simple à vivre avec eux tous les jours. Hein. C'est ce qui s'est passé pour Van Gogh aussi, ou pour Artaud. Hein. C'est pas simple à les suivre dans le domaine où ils vont se promener. Enfin, et quand je disais donc le paysage, quand on imagine Van Gogh, qui est effectivement, il ne sait pas si le paysage, il est devant lui, s'il devient le paysage, ou si c'est le paysage qui devient lui, et que ça passe à travers la main, et qu'il met dans, et hop, la main vient sur devenir fou de cela. Oui, c'est une grande sensibilité, mais c'est vite fait à imaginer. Et puis surtout, ces gens comme Camille Claudel ou comme Van Gogh,
savent qu'ils sont les premiers, qu'il n'y a pas eu avant eux. Hein. Il y a eu Rimbaud qui a dit je, hein, pour quelqu'un comme Van Gogh, hein, qui, ok, lui c'est je, il est je sur la toile. Il est devenu le paysage et le paysage il est sur la toile. Mais Camille Claudel, Van Gogh, tout ça, ils savent qu'il n'y a pas eu, que quand même, ils ouvrent des portes que personne n'avait ouvertes, hein, que personne n'avait osé pousser avant. Et wow, si on se met à leur place, il y a quelque chose qui fait que la tête, il faut qu'elle soit drôlement solide. Et la tête drôlement solide, on ne fait pas ça. Si on se dit, bon, le paysage, c'est le paysage, c'est pas moi. Moi, je ne peux pas être le paysage. Donc, voilà. Et donc, je suis solide. Mais on ne devient jamais, on ne va jamais faire cette peinture. On ne va jamais faire cette sculpture des danseurs de Camille. Et surtout quand on est avec quelqu'un comme à côté comme merde, son copain, comment il s'appelait? Rodin. Rodin, qui est magnifique. Seulement qu'il devient un peu jaloux quand il voit que tu vas plus loin que lui. Et là, ça pose des questions. Mais c'est pas méchant ce que je dis. Je comprends que Rodin devienne jaloux de Camille. Ça serait intéressant d'analyser ça en film. Bon, alors comment le faire ça? Je le fais là un peu sur les dessins. Pour moi, donc, maintenant, mais où j'en suis? Non, mais c'est pas grave, ça va, je le tiens, je mets ma main. Ça fait partie de la folie. Ça fait partie je suis pas fou. Non, je suis pas. Alors, ce que je peux rajouter encore avec les mots, c'est que oui, je lui prends de l'encre à lui, tiens. C'est du bleu, ça? Non, c'est noir. Encre de Chine, oui, tinta de Chine, ah oui. Ce que j'ai constaté aussi en faisant ce métier depuis longtemps, ce métier, je ne sais pas si c'est un métier, mais de me poser la question, de me poser la question comme ça, c'est que toute expression humaine, tout art, il a la même essence, comme l'essence d'un parfum, hein, et que l'on fasse, donc que la personne soit écrivain, je l'ai un peu dit, musicienne qui se pose la question du théâtre, de n'importe quel art, c'est la même essence. Après, il y a juste qu'on prend des chemins différents pour les s'exprimer, puis il y en a qui sont capables d'avoir plusieurs, comme Pasolini, qui était peintre, en même temps cinéaste, en même temps écrivain. Alors en Italie, il est considéré comme un écrivain, en France comme un cinéaste, peut-être ailleurs comme un peintre, hein, parce qu'on ne sait pas, on est un peu cartésien, on veut que ce soit comme ça. Mais l'essence, elle part de la même chose. Et l'essence est la manière après dont on se sert de cette essence. Donc comment on l'exprime? Ah, alors, l'art, c'est ce qui rend la vie plus importante que l'art. L'art, c'est quoi l'art, l'expression? C'est quelque chose pour moi avec la musique. Est-ce que la musique, c'est alors que je ne comprends rien à la musique, je ne suis pas capable de faire une note intéressante, mais pour moi, c'est la musique. Et pourquoi? Parce que elle comprend, je peux le faire avec la danse un petit peu, hein, c'est la musique, la présence.
la, ces choses de... Ah, là je parle mal, je vais revenir à la musique. La musique. Parce que la musique contient toutes les différences de rythme qu'on peut entendre facilement. Hein? On joue sur donc des oppositions de sons, de densité de son, de légèreté, de grave, on peut l'entendre, c'est abstrait, on ne se pose pas la question de voir un paysage, on entend les sons et ils nous promènent, comme si on regarde un peu le feu dans la cheminée, hein, les flammes, là. C'est complètement abstrait et ça nous amène dans un espace intérieur de la personne et donc de nous-mêmes en même temps. Alors j'ai dit des sons différents. Ça veut dire que la vie, c'est des oppositions. La vie, c'est des différences de rythme. La vie, c'est des oppositions. Ah. Alors si on écrit, que l'on veut mettre de la vie dans l'écriture, ça veut dire qu'on va se servir de la même chose que la musique. C'est-à-dire on va se servir de phrases courtes, de phrases longues, de virgules, d'adverbes, d'adjectifs, des oppositions entre tel passage de l'écriture et un autre passage. Et ça veut dire aussi, si on va plus loin, de la complexité. La vie, ça n'est pas quelque chose de facile à comprendre. Donc, elle est opposition, complexité. Et pour celui qui fait, ça veut dire présence. Présence à l'opposition et à la complexité. Bien. Je vais commencer un dessin. Je vais vous montrer comment la vie s'installe dans quelque chose. Je reste sur des choses simples au début. J'ai qu'un petit pinceau. J'aurais dû amener tout mon matériel, moi aussi, mais bon, c'est comme ça. Je vais faire avec ça. Si vous demandez à un enfant ce que ce trait fait dans la tête, au point de vue musical, il va faire AE. Celui-là aussi. AE. Celui-là, on va dire, si celui-là d'AO il fait AE, celui-là il fait EA. Celui-là, EA. Là, je fais un début de AE. Là, je fais AE, AE, E, E, EA. O, O. Même un chinois, j'ai vu, hein, j'ai posé avec en Chine, ben, le cercle, ça fait O, pour eux aussi. C'est pas parce que nous, ça fait O, hein. C'est parce que ça fait O. Ça fait O pour l'ensemble des enfants du monde entier. AE, AE. Voilà. On a, je peux même continuer encore à faire un grand EA, je ne sais pas, c'est EA que j'ai dit quand je descendais. Ah. Voilà. Je fais un grand EA. Voilà. On a le dessin d'un visage, mais on a là, pour l'instant, la même musique partout. Hein, j'ai fait AE, si je le fais en musique, musicalement, AE, EA, E, O, ça change un peu avec O. D'ailleurs, ça change un peu, tant que je n'avais pas fait le rond, la musique, elle était vraiment terne. AE, EA, O, AE, E. Pas de confrontation.
tout dans la même unité. Et le visage, il n'est pas vivant. C'est le dessin d'un visage. Maintenant, si je fais simplement deux Titi, puisque Titi, je l'ai appris tout seul, tout cela, hein, mais si, Titi c'est un point, hein, voilà, un point. Un Ti, c'est un point. Hein. O c'est un rond, Ti c'est un point. Si le rond, O, je le fais tout noir, mais l'enfant va me faire OU. Hein, voilà. Si ça devient noir, c'est OU. Si c'est blanc à l'intérieur, c'est O. Si c'est noir, c'est OU. Vous pouvez vous amuser à faire ça pour les enfants, hein, vous verrez. Leur faire la musique de ces traits. Regardez, maintenant je mets simplement deux Titi. Et il y a déjà la vie qui s'introduit. On va dire, mais tu as fait la pupille, c'est normal. Non, c'est pas la pupille, c'est abstrait. Un dessin est toujours abstrait, c'est juste qu'il y a un changement de rythme sur la page. Il faut savoir aussi, je n'ai pas commencé là-dessus, j'aurais pu, c'est que une surface blanche, c'est silence, c'est le silence. Hein. Le blanc, pour le dessinateur, c'est du silence. Donc là, il y a, dans ce silence, il y a tout cela. Et vous voyez, là, la musique, là, elle est très différente. Hein. Vous voyez, le vent, il a fait que... Et là, ça ne fait pas AE comme ça fait A... Hein. On le sait, ça. J'ai dit AE, mais ça ne fait pas AE. Donc il y a une musique. En vérité, dans le visage, il y avait de la musique déjà. Il y avait déjà une musique intense. Maintenant, j'ai fait qu'il y ait plus de musique parce qu'il y a Titi. Et maintenant, je vais rentrer dans la complexité de la musique. Et vous allez voir comment la vie va venir à toute vitesse là. Pourquoi vient la vie? Parce que les traits ne font plus à eux, ils font d'autres sons. Parce que je complexifie la chose, parce que la complexité vient dans le dessin. Et au fur et à mesure que la complexité vient dans le dessin, la vie vient dans le dessin. C'est une histoire, donc la vie, c'est une histoire de son, de ce mot-là. Si je pars ici, il y a tellement de choses à vous dire. Par exemple, vous voyez là, c'est noir avec un dessin derrière qui fait du vert là. Hein? Eh bien, quand je suis chez moi, je suis chinois chez moi. Si j'ai du noir derrière ma feuille du papier, je sais que ça influence ce que j'ai dans la tête au moment où je dessine. Et ainsi de suite, le support même sur lequel on est. Maintenant, si je pars, si ça c'était tout du silence, en vérité, ça c'est de la musique aussi. Hein? Les pinces à linge sont de la musique. Ça c'est de la musique, bien sûr. Et si je fais abstraction de cette musique-là, et que je dis, bon, véritablement ça commence ici. Bien, le massicot qui a coupé la feuille de papier, là, il a fait de la musique. Il fait tchou. Alors, si je vais de là, ici, bien, j'ai tchou. Tchouf. Mais pour toutes les, si je fais toutes les lignes comme à la télévision, toutes les lignes ont une différence. Et si je rajoute là,
on va dire, mais c'est un cheveu. Non, c'est pas un cheveu. C'est toujours abstrait, j'ai dit. Eh bien, la musique, là, elle est différente. Si on passe, comme j'ai fait, elle est transformée. Elle est devenue autre chose. Et jusqu'à quand je peux mettre de la vie, je peux rajouter de la complexité? Jusqu'à quand? Alors là intervient quelque chose avec la culture de celui qui regarde, du spectateur ou de l'auditeur quand on écoute de la musique, c'est que jusqu'où on donne la main à celui qui regarde et jusqu'où, à quel moment on en donne trop, à quel moment on marche on dépasse, à quel moment il n'a plus la possibilité, lui, la liberté de mettre sa propre culture parce que tu as trop rempli. Ça, c'est quelque chose de compliqué. Mais je peux continuer, vous verrez qu'il y a des choses qui se continuent, mais seulement avec ce pinceau-là, il est tellement... C'est pas un pinceau pour dessiner sur une feuille aussi grande, mais vous voyez, il y a des choses qui se continuent. Il y a des choses, et ce qui se continue, comme dans l'écriture, comme si j'écris une lettre, ça va me demander d'intervenir ailleurs. Hein? Ça va me demander de venir ailleurs rajouter quelque chose. Où il y a des mystères que je n'ai pas éclaircis, même, et peut-être que j'y arriverai, ou peut-être tu y arriveras, c'est après le rapport au silence dans une page de silence. Là, nous avons quelque chose, mais là, il y a du silence. Regardez, si là, dans cette partie-là silencieuse, je fais cela, tout est transformé. Hein, tout. Et on en a, non seulement c'est transformé, mais tout être humain avait besoin que je fasse, non pas un cercle, mais quelque chose. C'est-à-dire mettre là une note de musique. On va dire, oh, mais il a fait le soleil, il a fait... Non, il n'a pas fait le soleil, non. Il a fait une autre abstraction qui vient mettre. Et là, pareillement, là c'est comme si on est sur un lac gelé, et qu'on marche dessus, on est perdu complètement. Et là aussi, donc, si je fais tout simplement, on va dire, ah mais il a fait le corsage. Mais non, il n'a pas fait le corsage. Si je fais ça, ouf, on est bien, enfin, il a attendu quoi pour faire ça, hein, et ça, que ça appartient à tous les êtres humains, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que savait effectivement aussi bien Van Gogh que Camille, que Giacometti, que Picasso, que Basquiat, j'adore Basquiat aussi. Il faisait ça. Quand tu regardes, tu dis. Mais après, en vérité, quand tu regardes un tableau de Basquiat très proche, hein, parce que ça a l'air d'être comme ça, mais quand il est grand comme ça, hein, là, et puis tu t'approches, il a repris là, parce qu'en se mettant là, il a vu que la musique. Donc, mais il avait, comme Picasso, cette chose-là, tout était impeccable. Hein, il n'y a plus rien à dire. C'est là. Mais là, on va dire, mais non, c'est bien, mais voilà, il faut que tu rajoutes ça. Ah oui, d'accord, d'accord. Et là, on est dans un mystère que celui qui tient le pinceau, il est dépassé. Il sait simplement qu'il lui faut mettre une tâche là, un son là. Comme celui qui écrit, il sait que là, il manque quelque chose dans la page pour accéder à ce qu'il voulait dire exactement. Et il va rester 8 jours sur cette page. Et le terrible, c'est que quand je fais une bande dessinée, je n'ai jamais pu faire une bande dessinée qui soit prépubliée. Je n'ai jamais pu faire cela parce que il faut que ce soit un livre que je donne en entier à l'éditeur. Parce que j'arrive à la page 60,
Et puis, je sens depuis que ça va plus, il y a déjà un moment que ça va plus. Je ne sais pas où ça va plus, je ne sais pas. Et puis, je cherche, et c'est à la page 42. Mais il y avait une merde là. Mais changeant la page 62, ça me fait changer toutes les pages après, de la suite jusqu'à 60. Je fais donc une bande dessinée comme ça, exactement comme ça, comme si toutes les pages étaient par terre, comme si c'était un tableau, comme si je ne fais pas, il n'y a pas une suite. C'est pas une chose qui a une suite, même si narrativement il y a une suite, mais pour moi il n'y a pas une suite. Il y a une totalité de la même manière. Et je crois la plupart des gens je connais assez d'écrivains pour savoir que eux aussi, c'est une totalité. Il n'y a pas quelque chose. Et eux aussi, s'ils arrivent, j'en ai parlé avec le Clésio, s'il en est à la page 120 et que la page 120 ne correspond plus, et des fois, si c'est la page 2 que ça ne va pas, eh bien, ils recommencent depuis la page 2. Et combien d'écrivains disent ou recommencent leur livre, ils ne disent pas ça comme ça, mais ils recommencent. Donc, on en est tous là. C'est une totalité. Quand on fait quelque chose, il y a effectivement narration. Mais dans cette narration, il y a quelque chose de plus fondamental qu'on veut dire, qui est au-delà de la narration, qui est un sentiment, qui est qu'est-ce que vont faire là les artistes de ce qui vient de se passer, hein? Comment vont-ils réagir? Il va y avoir des dizaines de livres, et au Portugal, et en France, et en Italie, et aux États-Unis, et partout. Et chacun va essayer de trouver, lui, comment il était dans cet espace. Et d'ailleurs, c'est un truc étrange. Tant qu'on était dans le confinement, on était comme, pas en prison, mais on avait une raison d'être. On était dans le confinement. On râlait comme des poux, mais on était dans le confinement. Et maintenant, on ne l'est plus. Et maintenant, on est perdu. On est devant un précipice parce que là, et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il n'y a plus le confinement. Non, mais j'étais bien là. J'étais bien, j'avais une raison. Ça m'énervait, mais là, je ne sais pas le demain. Et écrire là-dessus, c'est fabuleux. Écrire sur là, aujourd'hui. Ah, c'est fabuleux, surtout que personne ne sait. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je pourrais parler encore longtemps, mais peut-être que vous pouvez me faire rebondir par une question. Je pourrais parler là j'ai parlé que donc de cette chose musicale, de l'opposition. Hein. Je n'ai pas parlé de la présence. Je peux alerter les gens qu'il y a quelqu'un qui peut ne connaître pas, que vous avez en bouquin sur cette question, ça s'appelle La musique du dessin. Pour les enfants, c'est un livre pour enfants merveilleux, précisément sur ces questions de la musique du dessin. Il y a le tititi et je me rappelle de ces histoires. Oui. Et une fois, j'ai fait cette conférence comme ça de qu'est-ce que c'est un trait, qu'est-ce que c'est une tache en Chine, devant. Bon, là, ils étaient peut-être 500 étudiants, et il y avait les professeurs, et il y avait tout cela. Et après, les professeurs venaient me voir. Mais où est-ce que vous avez appris ça? je fais. Ah bon, voilà, ça n'existe pas dans les cours c'est bête. Hein. On n'apprend pas ça. Une calligraphie aussi. Une calligraphie qui peut-être exprime une partie, mais c'est le passage de la calligraphie au calligraphie, dessin. Justement, qu'est-ce que c'est? Effectivement, les peintres chinois étaient devant cette question-là, hein, puisque j'ai parlé tout à l'heure de ce peintre avec le roseau. À moi, ils m'ont appris beaucoup, surtout un peintre. Je vous conseille de lire cela. Ça doit pouvoir se trouver, au Portugal aussi. Je pense pas. Shitao, un peintre chinois du 18e. Shitao, traité sur la peinture
du moine citrouille amer. Parce qu'ils avaient des noms différents au fur et à mesure de leur vie, les Chinois. Hein. C'était, quand il a écrit le livre, il s'appelait citrouille amer. Hein. Mais même un pommier, il n'avait pas le même nom. Petit, après, quand il donnait les fruits ou quand il était vieux. Donc les noms étaient comme ça. Et donc le traité sur la peinture, si tu peux avoir ça, c'est fabuleux. C'est du Deleuze en plus simple. Pedro en parle, je crois, dans le texte là, que tu as écrit, on parlait de ça. Oui, oui. Oui, c'est de la philosophie impeccable. Qu'est-ce que c'est effectivement un trait oublié, tout ce que nous avons appris pour revenir, comme disait Picasso aussi, hein, pour revenir. Même lui, il va au-delà de l'enfance, pour revenir avant l'art, hein, pour revenir avant. Mais c'est très fort. Très fort. Moi, je voulais vous poser une question, parce que là, on parle beaucoup du trait, du dessin, et donc j'ai regardé il y a quelques jours le film de Laetitia. Carton, oui. Et à un moment, vous dites que donc, l'éditeur de Futuropolis, j'ai un trou, je ne me rappelle plus son nom, mais il dit je ne veux pas d'histoire. Vous nous montrez votre travail qui raconte des histoires. Et donc, lui, les histoires, ça, tu me fais chier, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas d'histoire. Bon. Et donc, je voulais revenir à cet autre aspect, l'aspect au-delà de la question plastique, enfin, du trait, du dessin, de l'aspect narratif, parce que c'est enfin, quelque chose qui est dans votre travail très, vous êtes très, très propre, enfin, c'est une manière de raconter des histoires, d'abord beaucoup sur votre autobiographie, donc à partir de vous, mais aussi beaucoup sur la rencontre avec l'autre. Je voulais un peu poser cette question. Il m'a beaucoup appris cet homme-là. Oui. De raconter des histoires. Donc, il devait savoir. Et la manière de raconter des histoires. Il devait savoir ce que je cherchais. Il m'a embêté là comme ça. Hein. Il devait savoir ce que je cherchais. Mais effectivement, et puis il faut remettre peut-être aussi dans le contexte de l'époque. Les époques, elles changent vite aujourd'hui. Hein. On était dans le moment où il y avait le nouveau roman. Hein. Il y avait, aujourd'hui, on est retourné. Il faut faire des histoires, Le roman, c'est des histoires. À l'époque, c'était, il n'y avait pas d'histoire. Hein. On se posait la question de juste exprimer des sentiments, exprimer des émotions, exprimer oui, la tasse de café, regarder le sucre fondre dans un verre d'eau, hein, voilà, des choses comme cela. Et j'avoue que c'est aussi ce qui m'importe, mon rapport à la bande dessinée. Je n'étais pas donc, je le dis aussi dans beaucoup d'endroits, que je n'étais pas un lecteur de bande dessinée. Donc je n'avais pas la grammaire, je n'ai pas été dans quelque chose même de la narration bande dessinée, Tintin court vers l'avenir, il va il a oublié les clés à la maison, il revient dans l'autre sens. Tout cela, d'ailleurs après comme j'ai travaillé pour les Japonais, d'ailleurs ils se moquent de ça aussi les Japonais, parce que ça va de haut en bas, à gauche, à droite, il y a que, au fond c'est très occidental, cette lecture qui est la lecture grammaire de la bande dessinée. Mais si on va dans le monde arabe, on est dans un autre contexte de lecture. Qu'est-ce que c'est l'avenir? Nous-mêmes en psychologie, hein, l'avenir, l'enfant, mais si on est en Chine, où est-ce qu'il est l'avenir, hein? Voilà, ça pose des questions. Je ne sais pas du tout s'il est dans le même... Peut-être en Chine, il est dans le même sens. Il faudrait savoir. Mais je n'ai pas analysé cela. Donc, ne connaissant pas ce monde-là, et c'était pas dès que j'ai commencé la bande dessinée, mon désir n'a pas été de raconter l'attaque de la diligence. Hein, c'est pas de l'action. Mon désir n'a pas été du tout dans l'action, mais a été de raconter comment un garçon, il a 15 ans, sa copine, elle a 14,
il a envie de lui prendre la main, mais il marche à côté depuis un moment, il parle des parents, mais lui, c'est dans la tête qu'il a envie de prendre la main. Et la jeune fille pense peut-être la même chose, quand est-ce qu'il va prendre ma main, et quand est-ce qu'il va se décider, et ainsi de suite. C'est raconter cela, et ça, le raconter avec des images, et avec donc du texte qui se... Donc c'était... À l'époque, c'était des bandes dessinées qui n'existaient pas. Aujourd'hui, beaucoup de bandes dessinées abordent cela. Je ne dis pas que c'est moi qui a fait, c'est simplement, là aussi, historiquement, que aujourd'hui la bande dessinée peut aller dans ce domaine-là. C'est pas moi qui ai fait, qui ai ouvert. J'ai participé, comme d'autres. Et donc, c'est vrai que exprimer quelque chose de l'intériorité, c'est pas la même chose que l'extériorité. Et je me posais ces questions, et lui, Robial a dû comprendre. Je suis revenu effectivement avec un nouveau scénario. À l'époque, je gagnais rien du tout avec la bande dessinée. Je travaillais 1 an pour faire un livre de 44 pages, et dans lequel le scénario était plus long que le dessin. 7 mois de scénario, donc un livre écrit. Et après, je mettais ça en bande dessinée sur 44 pages. Après, l'important était de jeter tout ce que j'avais écrit pour arriver à l'essence de ce que je voulais dire. Et donc, j'arrive avec un scénario peaufiné de ce que je voulais dire. Je le lui raconte. Le soir, il était avec Florence Estac, il vivait à l'époque avec... Il m'invitait quand j'étais à Paris, j'étais tellement pauvre, je ne pouvais pas... Donc j'étais chez eux, dans la maison, je dormais avec Robial et Sestac, et pas dans le même lit, non. et je raconte cela. Il me dit, tu m'emmerdes, ce que je dis, tu me fais chier, tu me racontes une histoire là, et tu as fait déjà 2 livres, 3, peut-être j'avais fait 2 livres avant, et alors tu n'as pas beaucoup de lecteurs, je crois que tu en as 452 ou quelque chose comme ça, mais ces 452, ils attendent que Baudouin leur raconte une histoire. Ben moi j'ai envie que tu les emmerdes, que la prochaine fois qu'il y a un livre, ils soient gênés, qu'ils ne soient pas devant une histoire. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Il me dit, ah, c'est toi l'auteur. Et moi, ça ne voulait rien dire, ça, de ne pas raconter une histoire. Et c'est vrai que là, c'est Miles Davis qui m'a aidé, comme je dis dans le film. J'étais à Nice, et je vais voir Miles Davis, et là, ce soir-là, il était avec... il était présent, parce qu'une autre fois, je l'avais vu, il ne voulait pas être présent, il avait dû estimer que les Blancs, c'était de la merde, et qu'il n'avait pas envie, parce qu'il était très violent avec ça. Hein. Et oui, oui. Ce jour-là, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a dû le faire rigoler, ça fait longtemps. Hein. Mais au premier rang, nous on était assis dans l'herbe, mais au premier rang, il y avait quelques chaises là, et il y avait des Américains jeunes, des US, et ils avaient des petits drapeaux comme ça, des petits drapeaux, et il y avait déjà 1 heure qu'ils avaient les drapeaux comme ça, ils bougeaient les drapeaux. Et Davis arrive là sur le truc, il voit ça, et il leur fait comme... Ils se sont levés, ils sont partis, ils avaient attendu 2 heures. Ça a dû le mettre en joie. Et donc après, il a bien joué. Mais c'est vrai que ce qu'il faisait avec la trompette et la dichotomie qu'il y avait avec son guitariste, qui lui, il était dans un truc de... comme ça, avec la trompette, comme vraiment de l'intériorité absolue. Et le guitariste, il se roulait par terre, enfin, il était défoncé peut-être, mais c'était... Et l'autre, j'écoute ça, je vois ça, je me dis, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et en rentrant, j'ai tout mis par terre, toutes mes pages que j'avais fait, et j'ai pris un peu au hasard, j'ai fait du Cunningham. Hein, j'ai pris un peu au hasard des pages. Quand même, j'ai travaillé dessus, j'ai envoyé 10 pages à Robial et il m'a dit continue, c'est tout. Donc ça devait fonctionner. Voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, exprimer
l'impossible à exprimer. C'est au fond ce que je m'embête à faire beaucoup, quoi. Hein? Je m'embête, non. C'est comment dire cela? Comment dire? Oui, j'ai dit le garçon qui, voilà, j'ai assez dit, le garçon qui essaye de tenir la main de sa copine, hein, comme j'ai dit aujourd'hui, essayer de raconter qu'est-ce que c'est là le précipice, là, hein, où on est tous. Et comment le dire ça? Comment trouver les mots pour dire ça? Et le rapport, ce que je crois par contre, ce que j'ai découvert en faisant la bande dessinée, c'est que cette façon de s'exprimer entre les dessins et du texte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et que des jeunes gens vont venir dans l'avenir aller plus loin avec ça, mais qu'il y a là une façon de dire les sentiments, justement, qui est quelque chose d'immense, qui ouvre des portes. On en est encore au balbutiement de ce que la bande dessinée peut faire. Hein? Maintenant, est-ce que les éditeurs la bande dessinée souffre de quelque chose qui est la Madeleine de Proust. Hein? C'est que la plupart des auteurs de bande dessinée ont adoré, aimé, enfant, lire la bande dessinée. Quand ils étaient malades, ils avaient la grippe ou le coronavirus et la maman venait apporter un livre de bande dessinée. Ils avaient le droit de lire de la bande dessinée à ce moment-là. Donc dans leur tête, c'est resté cette bande dessinée-là qu'ils veulent. Et quand ils sont grands, qu'ils dessinent, ils rêvent de dessiner comme dessiner et l'éditeur, pareil. L'éditeur, c'est quelqu'un qui aime la bande dessinée aussi. Mais qui aime la bande dessinée, et il veut publier, il veut éditer de la bande dessinée comme il a aimé. Alors il y a toujours la bande dessinée, un drôle de truc, ça, un pas en avant et c'est le tango, quoi. Hein, ça marche très bien avec. Mais elle avance, oh là là, entre le temps où j'ai commencé il y a maintenant 40 ans, ouais, j'ai 80 bientôt, il y a 40 ans, et maintenant, c'est peu 40 ans dans une vie d'art, hein, un monde de l'art, c'est très peu. C'est fantastique tout ce qui est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, elle fait des reportages, aujourd'hui, elle va dans le domaine politique, elle va dans tous les domaines, hein, dans des choses qui étaient impensables il y a 40 ans, oui. La plupart des choses qu'on voit paraître, que tu vends n'auraient pas pu être éditées il y a 40 ans. Quel est ton rapport aussi par rapport à la couleur? Tu as eu une incursion dans la couleur, mais qui désormais a redisparu complètement et qui s'éloigne ou... Ça dépend. Si effectivement, là il y a des rapports. Si je fais le corps collectif ou humain, je suis devant la personne, je dessine, il n'y a pas de couleur. Ou des gens qui dansent, je n'ai pas le temps de mettre de la couleur. Donc, il y a qu'est-ce qu'on est en train de faire avec le livre. Maintenant, quand j'ai commencé avec Futuropolis, la couleur c'était cher. Il faisait que des livres en noir et blanc. Alors je faisais des livres en noir et blanc. Après, il vient on dit que tu es spécialiste du noir et blanc, alors tu as une étiquette. Après, mais j'aime la couleur, mais il faut reconnaître que ça c'est le syndrome Giacometti, on va dire, ces gens qui m'ont tellement, ou Goya, les gravures de Goya, qui m'ont tellement impressionné, les graveurs, pas seulement Goya, mais Goya, oui, c'est fort. Et il exprime, il va aller là aussi, je parle beaucoup de l'essence. Le noir et blanc, c'est quand même comme si tu avais que le squelette à ta disposition. Hein. Je parle de Giacometti là, mais comme si tu voulais enlever toute la chair. Hein, le noir et blanc, il n'y a plus la possibilité de se raccrocher à quelque chose de... Bon. Quand les enfants me demandent cela,
je réponds autrement. Je dis, dans le blanc, il y a toute la couleur qui est renvoyée. Et le noir, c'est aussi toute la couleur qui est aspirée. Donc, je dessine en couleur. mais bon, disons qu'il y a quelque chose avec le noir et blanc qui va à l'essence des choses, à l'essence. Mais j'adore, hein, mais tu vois, alors la couleur, il faudra que j'ai une autre vie pour être Bram van Velde, par exemple. Là oui, c'est là de couleur, ça me va, tu vois. Une bande dessinée comme aurait pu faire Bram van Velde, ça serait intéressant. Bon, mais oui. Quelquefois, quand vous voyagez, vous connaissez des gens, vous voyez des villes dessinées, vous vous sentez aussi, au-delà d'artiste, journaliste, ou chroniqueur. Il y a la BD, les journalistes maintenant. Oui, c'est vrai que la bande dessinée, journal, lisme existe beaucoup. Et alors, est-ce que je me sens... Non. Quelquefois. Il y a le journalisme littéraire, chronique, oui. tout ça. Si je vais... Disons que c'est dans la motivation qui m'envoie dans cet espace qui fait que je suis journaliste. Hein? Pour le livre, le premier que j'ai fait avec les portraits, c'est parce que j'étais au Mexique une première fois, pour moi. C'est rare que je voyage pour moi, mais c'était une amie qui était dans une partie du Mexique que j'avais connue en France, mais que je voulais voir. Et quand je suis avec elle, j'apprends le féminicide qu'il y a à Ciudad Juárez. Et, oh, ça m'intéresse beaucoup. Et je lis le livre, elle lisait le livre, elle était très intéressée aussi par cela, de Roberto Bolaño, de 1666. Waouh, ça c'est quelque chose. Et alors j'ai dans l'idée d'aller à Ciudad Juárez pour comprendre le courage de ces femmes qui travaillent dans des maquiladoras et qui, pour gagner comme des figues, mais elles, c'est un progrès sur le village qu'elles ont fui, qu'elles ont quitté. C'est une bataille contre le machisme. Et elles risquent leur vie dans cette bataille contre le machisme. Alors, je veux aller voir ces femmes pour faire leur... Alors là, est-ce que c'est journalisme? Ou est-ce que c'est mon rapport à la femme? Je ne sais pas, là. Hein, est-ce que c'est mon rapport à la vie, hein, de ces femmes elles n'ont pas lu Simone de Beauvoir, mais waouh, elles font. Je n'enlève rien à Simone de Beauvoir, simplement elles sont dans le réel là. Et je demande de l'argent à la France, c'était une bourse Stendhal. Je reçois, on me donne la bourse pour aller là-bas. Il faut du temps pour faire le dossier, il faut du temps pour faire tout cela. Et dans tout ce temps, le président Calderón déclare la guerre aux narcotrafiquants. Donc, les femmes, c'est la guerre, elles meurent toujours aujourd'hui, mais on ne compte plus les femmes qui meurent, c'est la guerre. C'est la guerre, on meurt. Et là, je rencontre Troups, je le connaissais. Mais aller tout seul alors que le couvre-feu il est à 8 heures du soir, passer toute la nuit, je ne peux pas amener une amie, vu que j'ai aucune idée de Ciudad Juárez. Je sais que c'est la guerre. Et donc, on ne va plus faire quelque chose avec les femmes. Tu vois, quand tu dis journalisme, les choses bougent. Hein? Pour moi, c'était un rapport avec quelque chose de précis. Les femmes, puis c'est plus les femmes, c'est la guerre. On arrive dans un pays qui est en guerre. Voilà. Voilà. C'est pour ça, dire journalisme, je ne sais pas. Après ce rapport de dessiner des êtres humains, peut-être ça remonte à très loin de mon enfance. Je suis né à Nice, une ville. Mais ce qui a été important pour moi, c'est un village.
le village de ma mère, où elle est née. Elle avait une maison, hein, et l'été, on passait 2 mois, 3 mois. À l'époque, les enfants, ils étaient tankés dans un endroit 3 mois. Hein, il n'y avait pas, je vais faire du cheval, du bateau, du machin. J'étais là, boum. Mais c'était beau, on apprenait tellement, parce que les mêmes garçons et mêmes filles, ils étaient là 3 mois. Hein, il y avait ce que tu aimais, ce que tu détestais, ils étaient là tous les jours. C'est la vie, c'est de la vie. C'était près de Nice. Oui, 50 km dans l'arrière-pays. Hein. Et donc, c'est lui qui m'a fait, c'est ce village qui m'a fait. Et puis, ce village avec des gens qui sont rien. Tu vois? Un livre, chez moi, tout est politique. Presque tout est politique. Et donc, ma mère ne savait pas lire et écrire. Hein? Et ma mère me disait tout le temps, si j'avais su écrire, j'en aurais fait des livres. Peut-être je fais des livres pour ma mère. Hein? On ne sait pas cela. Hein? La liberté qu'on dit qu'on est libre, on ne sait pas. Mais pourquoi pas que je fasse des livres à la place d'eux, hein, comme là disait Deleuze, à la place des chiens, des chats. Hein? Peut-être, et à la place de ces gens de ce village. Par exemple, un livre que peut-être vous avez lu, Kumako. Vous voyez Kumako? C'est un livre. Alors, ma mère ne savait pas lire et écrire, mais alors, son père, il ne savait même pas bien parler français. Bien, c'était un temps encore plus. Et ce type-là, j'ai fait un livre sur lui, sur mon grand-père. Un portrait là, tu vois, des portraits, j'ai toujours fait des portraits. Et le portrait de mon grand-père. Et pourquoi j'ai fait le portrait de mon grand-père? Hein, on peut se dire, il fait le portrait de son grand-père parce qu'il aime son grand-père. Non, c'était une brute. Il a tué sa femme. Enfin, il n'a pas tué comme ça, mais enfin, elle est morte de sévices, là aussi. Peut-être Ciudad Juárez, peut-être des choses comme ça. On ne sait pas les chemins. Mais, donc, c'était pas un brave type spécialement. Nous, il était avec nous. Mais pourquoi j'ai fait cela? Parce que c'était comme un clochard dans le village. Et il gagnait sa vie à remonter les murs, hein, de pierres sèches, à faire les murs, ou à faire n'importe quoi, de trucs simples. Faire les murs, c'est pas simple à faire, un mur de pierres sèches, mais enfin bon. Et dans le village, dans tous les villages, et je suis sûr ici aussi, les noms des rues, les noms des places, c'est des docteurs, des notaires, quelquefois le curé, une fois de temps en temps l'instituteur, vraiment, tu vois, il a fallu que... Hein, mais jamais un clochard. Et si je faisais un livre sur cet homme-là, il allait être plus connu que le docteur du village, qui avait sa place. Docteur Robini, la place, elle s'appelle comme ça. Et le Carnet, John Carnet, qui était un enfant de l'assistance, qui avait un nom anglais, puisque la maman lui avait laissé que le nom John Carnet. Voilà, on ne savait rien de lui. Il était, sauf qu'il s'appelait John Carnet. Y, pas italien, mais anglais. Eh bien, voilà. Donc, tu vois, c'est politique. Je fais le portrait de cet homme parce que j'ai le désir de mettre en avant. Et pareil pour les femmes de Ciudad Juárez, c'est pareil. Mais après, les choses se transforment, deviennent autres. Et puis, on ne raconte pas qu'on fait un livre pour ça. Je ne raconte pas que c'est un livre politique pour faire que mon grand-père soit plus connu que le... Mais c'est comme un jeu, hein, quand je dis ça. J'ai rien contre le docteur Robini, hein, je ne l'ai pas connu. Hein. Voilà, c'est un jeu intellectuel de mettre en avant. Ça répond à ta question, hein, mais c'est du journalisme. Mais on va poser aussi la question à un journaliste, pourquoi il va en Syrie? Je dois aller en Syrie. Hein, Pourquoi tu as fait ça, par exemple? C'est un témoignage extraordinaire, non seulement pour les gens qui voyagent de Libye, d'Afrique, etc., mais aussi pour les gens d'ici, de France, d'Italie, qui décident d'aller les aider, etc. Donc il y a un côté
témoignage, intervention aussi qui est très Absolument. fort. Alors, Tu t'engages. oui, qui m'engage. Alors, donc, le portrait, j'ai dit, il y a longtemps que je fais les portraits de gens de rien. Parce que même quand on me fait une commande, comme on m'a fait la commande de faire un livre sur l'abbé Pierre, j'ai rencontré l'abbé Pierre, j'ai fait un livre avec l'abbé Pierre. Ou un livre avec Dali. Lui, il était mort, je n'ai pas rencontré, mais c'est le Centre Pompidou qui va faire une exposition sur Dali qui me commande, enfin à l'époque, il y a 6 ans de cela, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, une grande rétrospective Dali, il me demande de faire un livre sur Dali. Dali, l'abbé Pierre, ce ne sont pas des gens de rien. C'est pas comme mon grand-père. C'est pas, hein, Dali disait tous les jours, je suis génie. Hein. Donc c'est pas lui-même, il faisait son auto. Mais si vous avez Dali, si vous avez le livre aussi, ou l'abbé Pierre, pareil, je n'ai pas fait Dali comme je n'ai pas fait la géographie de Dali. J'ai montré comment Dali il était pauvre, comment on l'a mené sur la tombe de son frère Salvador qui était mort et qu'il n'est jamais sorti de la tombe. Il est resté 8 ans aux États-Unis, hein, 8 ans pour échapper à la guerre, hein, pour échapper à la peur de mourir parce que il ne voulait pas aller dans la tombe là où il y avait son frère, hein, il ne voulait surtout pas mourir. Il s'est fait naître 25 fois dans la vie avec Gala, sortir de 9. Hein. 25 fois, 30 fois il a fait ça, filmé et tout. Surtout pas mourir, le contraire de Van Gogh, qui Van Gogh aussi avait un frère qui s'appelait Vincent, on a mené sur la tombe lui aussi, de Vincent Van Gogh, comme Dali, sauf que Salvador, en Espagne, les enfants, ils avaient le prénom du père, donc le père, entre autres. Donc c'est normal que Salvador, le petit qui était mort, il s'appelait Salvador et que lui aussi s'appelait Salvador avec un autre nom derrière. Mais bon, alors que Vincent Van Gogh, c'est Vincent. Mais bon, cet homme-là, Salvador, c'est un pauvre type, vraiment. Je l'ai su parce que je travaillais, je vous dis ça, mais ça ne sort pas de nous, hein, donc je travaillais avec les gens qui montaient l'exposition de Dali à Beaubourg, donc les plus grands spécialistes du monde, un Américain, un Espagnol, bien sûr quand même, et je ne sais pas, ils étaient 3 hein, à discuter de qu'est-ce qu'il fallait faire pour Dali, le machin. Et moi je pouvais les voir et parler avec eux, hein, et donc me renseigner, Dali, une chose, et ils me disaient des choses de Dali, mamma mia, que Dali, d'après, pas tous, il y en avait un qui n'était pas d'accord, que Dali n'a jamais réussi à faire l'amour, sauf avec Lorca peut-être. Hein? Wow, tu vois le pauvre type, je veux dire la misère dans laquelle il était, hein, qui lui a permis de faire des choses, hein, qu'on peut aimer ou pas aimer, hein, mais qui lui a permis. Mais donc j'ai fait l'histoire d'un pauvre type. Hein, ça ne veut pas dire que je me suis mis à l'aimer, hein, alors qu'il est détestable, si tu veux, mais je suis rentré, j'ai fait comme un avocat. Là j'ai fait pas journaliste, j'ai fait avocat. Hein, j'ai étudié ce type-là, il fallait qu'il crie à tout le monde qu'il était génial parce que lui, il se sentait tellement pauvre, tellement rien. Hein. Si vous allez à Cadaqués, hein, vous voyez la force par contre de Gala, hein, Gala, ça devait être une araignée, tu vois. Et à Cadaqués, il y a donc la maison de Dali, hein, et tu visites la maison, les gens visitent la maison, il y a un endroit où il y a plein de photos de Dali. Hein, merde, tu regardes, moi je regarde toutes les photos. Ah oui, c'est beau, c'est la vie de Dali, c'est la vie de Dali. Puis quand je ressors, je retourne. Pas une photo avec Buñuel, pas une photo de Lorca. La Gala, elle a tout effacé. Donc tu vois, là tu vois un type gentil, faible, rien. Hein, quand elle allait,
Elle avait raison, hein, puisqu'elle n'était pas souvent caressée. Alors elle se faisait caresser par les pêcheurs. Hein. Elle s'en allait en barque avec les pêcheurs. Hein, elle allait pêcher. Mais elle n'allait pas que pêcher. Et Dali se mangeait. Mais c'est beau tout ça, c'est tellement humain, tellement vrai. Voilà. Alors même quand je fais Dali, je fais un être humain. Je cherche l'humain derrière. Quant aux humains, là, quand j'ai fait le livre avec Troups en Ciudad Juárez, après il y a 2 sociologues, il a été traduit tout de suite pas aux États-Unis, au Mexique. Hein, les Mexicains, 2 types qui vont à Ciudad Juárez, qui font un livre, c'était incroyable. Donc ils traduisent le livre et le livre paraît avant la France au Mexique, en espagnol. Et ils passent 2 universitaires colombiens. Ils voient le livre, ils l'achètent. Ces 2-là, ils peuvent faire les portraits des gens. Oh là 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 là. Nous, on n'arrive pas à rentrer en contact avec les... Ah oui, je me mets plus loin. On n'arrive pas à rentrer en contact avec les paysans, parce que les paysans, ils ont trop peur qu'on soit des paramilitaires. Et donc, ils répondent à aucune question. Et ces 2-là qui décident, peut-être ils peuvent. Alors ils nous invitent. Alors ça fait un deuxième livre qui est aussi sur la frontière un peu. Hein, la frontière Mexique-États-Unis, la frontière des femmes avec les hommes, le machisme, et la frontière là en Colombie avec 47 millions d'habitants, 6 millions de déplacés. La guerre des FARC et des paramilitaires, des militaires. Et nous, effectivement, on arrive. On dessine, le dessin c'est magique. Tu veux que je fasse ton portrait? Oui. Tu réponds à une question? Oui. Quelle question? Quel est votre souvenir là-bas? Quel est votre souvenir le plus important? Et eux étaient derrière nous. Après, comme nous, on avait posé la question simple au départ pour le livre, eux, les universitaires, ont posé d'autres questions pour eux, pour l'histoire. Mais ils pouvaient parce que les gens étaient... Surtout que ils sont idiots, les universitaires, tu sais. Parce qu'ils me disent, bon, mais alors maintenant on est là, on va dans les villages pour rencontrer les gens. Je dis, on va dans les villages pour rencontrer les villageois. Comme ça, on arrive avec un 4x4, boum, 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 et puis voilà, je viens vous dessiner. Non, mais ça va pas, ils veulent pas. Alors comment on fait? Faites une chose. Vous demandez. Il y a des écoles dans ces villages. Oui, il y a des écoles. Vous voyez le directeur de l'école, vous dites qu'il y en a 2 qui viennent de France pour enseigner le dessin aux petits enfants, pour faire un cours de dessin. Ah oui, c'est bien, oui, c'est bien. Alors ils ont fait ça, tu rigoles. La classe était pleine, il y avait tout le village. Il y avait aussi les FARC, il y avait tout le monde là. Et les enfants, jamais ils riaient comme ça parce qu'ils voyaient 2 comiques, parce qu'ils n'avaient jamais vu 2 adultes parler aussi mal espagnol. Alors du début à la fin, c'était du rire. Voilà. Alors après, tout le monde voulait qu'on fasse... c'était facile après, hein, je te fais le portrait, oui, tu me fais le portrait. Tu vois, un truc comme ça. L'école, toujours commencer par les petits, l'école. Voilà. Et après, comme on a fait 2 livres là, que moi je suis né à Nice, que la frontière, elle est à 20 km à vol d'oiseau de Nice, que les gens qui aident, il y en a que c'est mes amis d'avant, hein, c'était normal qu'on aille, après 2 livres sur la frontière intérieure d'un pays et frontière extérieure, qu'on aille là. Et d'ailleurs, cette année, j'ai aussi eu de l'argent de l'État, du CNL, pour aller, c'est une autre frontière encore, on va dire, mais on va aller, on devait aller cet été, là, je ne devais pas être là avec vous, là, maintenant, mais il y a eu la maladie, j'ai eu beaucoup d'argent du CNL pour pouvoir aller faire un peu ce travail-là, en allant plus loin, et là aussi, qu'est-ce que ça sera, du journalisme, aller chez les Inuits, on va au nord du Québec, pour rencontrer les artistes inuits que je trouve qui font des choses magnifiques. Et
on va travailler avec eux en novembre, décembre, dans un premier temps. Et peut-être là, novembre, décembre, ça va être la nuit. Enfin, la nuit, elle vient vers le 20 novembre. Mais bon, on va faire les paysages, on va travailler avec les gens. C'est pas facile avec un peuple en difficulté, là aussi. Hein, c'est d'autres frontières. Hein. Ils aiment pas, ils nous aiment pas spécialement, hein, vu ce qu'on leur a fait. Hein. Là, c'est pas nous, c'est les Québécois. Mais bon, ce qu'on leur a fait. Et donc, c'est pas simple et c'est compréhensible. Mais c'est une chose importante avec la bande dessinée, ça, pour la bande dessinée. Quand j'étais professeur au Québec, entre 2000 et 2003, j'étais professeur à l'université. Et là, je découvre l'art inuit. Je ne connaissais pas. Hein, je découvre en étant, parce que j'étais proche de Ottawa, la ville où j'étais, l'université où j'étais, c'était Gatineau, ça s'appelle, en face d'Ottawa, la partie française de cet espace-là. Et là, il y a un musée magnifique qui a les peintures, les sculptures inuites. Et là, j'ai découvert un peu comme vraiment un choc, comme quand j'avais découvert Giacometti, cette simplicité, cette pureté dans la sculpture des choses. Et tout de suite, je pense, ils ont fait des dessins de la bande dessinée, ces gens, ils ont fait, parce que j'enseigne la bande dessinée. Alors, est-ce qu'ils ont fait? Et j'apprends, non, jamais. Et même, je vais plus loin, à ce moment-là, je me renseigne aussi, est-ce qu'il y a un Amérindien qui a fait une bande dessinée? Et non, ni nord, ni sud. Et nous, on leur a volé tous les... le nombre de westerns qu'on a fait, nous, hein, français ou US, et eux, jamais. Je me dis, waouh, si j'allume cette mèche-là, si je les rencontre et si je leur montre qu'ils peuvent s'exprimer avec le dessin, avec le texte, et dire ce qu'eux vivent, ce que leurs rêves, ou même leur western à eux, leur manière de voir le western, ça serait beau. Je demande de l'argent à l'université, mais on me dit, tu es professeur invité, il faudrait que tu deviennes professeur. Ils voulaient, mais bon, après je ne suis pas devenu professeur par raison de famille en France et tout cela. Mais voilà, je n'ai pas pu. Et donc c'est mon rêve d'aller. Mais maintenant, il y a un Inuit qui fait de la bande dessinée, femme ou homme, je ne sais pas. Maintenant, il y en a un qui fait. C'était en 2003, hein, le temps passe et la bande dessinée intéresse tout le monde, tous les gens, tous les jeunes gens qui veulent dire leur joie, leur misère. C'est une façon tellement forte de s'exprimer. Donc il existe maintenant une bande dessinée. Et peut-être amérindienne aussi, dans un style japonais, du côté de Vancouver, un américain, indien. Alors ça existe maintenant. Mais donc je veux rencontrer ces gens pour travailler avec eux, faire leur portrait, mais aussi leur montrer encore plus qu'ils peuvent aller, faire un livre avec eux, et avec Troops, faire un livre avec les Inuits. Voilà. C'est mon rêve. Là, ce sera un livre avec plusieurs. Hein. Il y aura beaucoup de... Mais c'est un rêve, ça, c'est magnifique, si on arrive à faire ça. Voilà, j'ai des rêves jusqu'à l'an 2500. Le problème, c'est que je ne vais pas aller jusque-là. Non, mais faire des livres, donc voilà. Le portrait des gens d'Inuit, là, maintenant, c'est un autre. On va dire que c'est une autre frontière, là, les Inuits. Hein. Ils ne veulent pas de notre culture. Ils sont aberrants, hein, de ne pas vouloir de notre culture. Et ils ont perdu la leur. Ils ont qu'à crever. Ben, c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Ils meurent. Et mais nous, on est contents parce que, oui, qu'est-ce qu'on en a à faire de... Il y a des gens qui ne veulent pas être comme nous. Hein, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y ait des gens sur la planète qui ne veulent pas être comme nous? Non mais bon. Donc là, c'est une frontière définitive.
hein. Peut-être qu'ils s'en sortiront, je ne sais pas du tout. Peut-être que c'est une chance, cette histoire de Corona, hein, pour les peuples d'Amérique, de l'Amazonie. Peut-être que c'est terrible, mais que c'est une chance. Parce que nous, notre culture nous amène à des choses tellement de catastrophes. Et peut-être que on va regarder un peu mieux ces gens, hein, de quelle manière ils pensent. Peut-être. Ça serait beau que ça amène ça. Ça serait une chance. Mais c'est vrai que cette maladie peut être une chance. Hein, il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme... On peut le prendre comme une chance, comme un possible. Mais bon, hein, c'est pas moi qui peux, c'est pas peut-être nous, mais peut-être beaucoup, faire que ça devienne un truc, une chance. Oui. Bonjour pour ceux. Vous arrivez à la fin comme les Américains, hein, après la bataille. Est-ce que je vais vous poser une question? Oui. Quel est votre regard sur votre public? Déjà, est-ce que vous le percevez bien, ce public? Est-ce qu'il évolue? Alors, le public, j'ai des fois touché des choses extraordinaires, des lettres. Des fois, mais je ne suis pas le seul, des écrivains aussi, d'autres aussi, hein, je pense. Des fois, tu reçois une lettre que tu te dis, tous mes livres, pour cette lettre, ça suffit, hein, je n'ai pas besoin d'autres. Et après, dans la rue, 5 minutes après, il y a quelqu'un qui te traite de con et qui te foutu. Mais quand tu reçois la lettre, le moment où tu as la lettre, tu es là-haut. Voilà. Donc il y a ça. Il y a que, effectivement, un livre, une œuvre, une musique, quoi qu'on fasse, mais quoi qu'on fasse dans la vie, au fond, on ne le fait pas tout seul. Il y a des éditeurs, il y a des libraires. Sans les libraires, sans les petits libraires, sans les médiathèques, je n'existerai pas. C'est vous qui m'avez fait que je suis là avec vous. Hein. C'est vous qui avez cru en moi, donc des lecteurs. Le libraire, c'est un premier lecteur. Donc, sans le libraire, pour des gens qui font des choses un peu difficiles au départ, eh bien, je parlais de laboratoire. Hein. Sans les premiers lecteurs, il n'y a pas de laboratoire, parce qu'eux sont attentifs, ils découvrent quelque chose, ils veulent voir. Hein, et ça, c'est magnifique. Un livre se fait donc comme une communauté. Hein. Ce n'est pas la communauté de l'anneau, hein, mais c'est une communauté qui fait que le livre existe et que cette personne existe. Voilà. Et après, oui, il y a, je ne sais pas, je raconte tellement d'histoires, mais il y a tellement d'histoires. Il y a des histoires que je ne peux pas mettre dans des livres, parce qu'elles sont trop énormes, trop énormes. Hein. Mais une histoire, je peux raconter, parce que celle-là, je l'ai mis dans un livre. C'est pas bande dessinée, là, c'est dessin. C'est juste dessin. Mais je vais parler du dessin. À Paris, à l'époque, je ne suis plus allé depuis longtemps. Voilà, ça a dû changer. Un hôpital où les enfants meurent. Hein, les enfants, ils ont des choses définitives. Hein, et c'est terrible. Tu es en face et les enfants, ils sont d'une présence. Ils veulent apprendre. Ils sont allongés là avec des tuyaux partout. Et ils te regardent comme si ils te mangent en entier. Et je suis avec eux. Je peux faire comme ça, vous voyez la chose. Je suis avec eux. Je tourne le dos aux enfants. Et je pense à la vie. Je suis en face d'enfants qui meurent, mais je ne fais pas la mort. Non. Alors je fais comme le peintre chinois. Hein.
je fais tout simplement, voilà, je tourne le dos, il y en a qui sont allongés, et puis il y a surtout une petite fille noire. Ça fait une quinzaine d'années de cela, il y a donc au moins une quinzaine d'années qu'elle est morte. Hein. Et son regard était, il prenait toute la pièce. Et l'infirmière me voit mon émotion devant cet enfant dans un fauteuil roulant. Et en principe, ils ne te disent pas ces choses-là. Hein. C'est comme avec la prison, on ne te dit pas ce que la personne a fait. Hein. Mais là, elle me dit, elle a maximum 15 jours encore devant elle. Bon, et je fais. Vous voyez ce brin d'herbe, ça ressemble à un brin d'herbe. Vous voyez comment il veut aller vers le haut, comment il veut aller vers peut-être la pluie ou le soleil, aller plus haut que les autres brins d'herbe pour aller toucher la vie. Et puis vous voyez là, il y a un bourgeon là. Hein? Et ce bourgeon, eh bien, qu'est-ce qu'il contient? Je ne sais pas, là. Il est encore fermé pour l'instant. Mais il lui pousse aussi, là, il a. Il veut. Je parle plus longuement que là, je vous parle à vous. Et à ce moment-là, j'entends derrière moi, ça se bouscule un peu, et je vois qu'une infirmière amène la petite fille, elle sort très vite dans le couloir. Voilà. Et bon, je continue à dessiner pour les autres. J'explique donc qu'à un moment donné, c'est tellement fort, ça craque là. Elle monte. Et je pense à la petite fille, bien sûr. Mais bon, et je dessine donc une fleur qui veut la vie. Hein, je dessine la vie. Et l'infirmière revient et elle me dit, vous savez, ce que la petite fille m'a dit dans le couloir, je la menais vite parce que elle me dit, ce monsieur, il me donne envie de vivre. Comment tu veux faire après? Après, tu vis, entre autres, pour quelque chose comme ça. Hein? Voilà. Et ça arrive. Ça arrive. Des choses de cette intensité, des choses d'un livre que tu fais, que ça produit sur quelqu'un qui change de vie, hein, qui fait des choses et qui t'écrit cela. Et des fois, tu es tout bête. Juste avant le confinement, je suis dans le métro. Il y a du monde, on est serré. Et il y a des étrangers face à moi, je crois, des Anglais. Maintenant, ils peuvent plus être avec nous, mais ils étaient là. Bon, des familles, tout le monde serré. Et je suis contre la porte. La porte, elle s'ouvre là, comme ça. Je suis contre la porte. Et il y a une station, il y a un type comme vous, voilà, votre âge, oui, quelque chose. Un peu votre présence. Et il passe là devant tout le monde, il sort. Et la porte, elle est ouverte comme ça. Il est là, dans le couloir. Il me dit, vous êtes Baudouin? Je dis oui. Alors il me dit, merci pour la vie. Et la porte se referme. Et les Anglais, ils me regardent et le type, il me dit, oh, vous êtes connu. Donc ça arrive. Mais là, tu te sens couillon. Bon, attendez, je sors. Je suis sorti. Non, je ne suis pas sorti. Non, je suis sorti à ma station. Voilà pour répondre à cela. Oui, ces gens-là font que ils sont dans ta vie, ils sont dans. Même si tu as des fois tu n'as pas le moral, la petite fille, elle me tient, hein, elle me tiendra jusqu'à la fin. Oui, c'est ce regard-là, cet enfant. Donc, et je ne crois pas être le seul. Non, on vit là-dedans, hein, on vit là-dedans.
c'est drôle cette responsabilité, parce que tous ces gens, ils te tiennent. Cette petite fille, elle n'existe plus, mais elle me tient en vie. Et il y a d'autres personnes qui croient en moi, en mon livre à venir, hein, qu'ils aiment. Simplement, ils n'aiment pas tous les livres pareil, mais celui-là il aime, celui-là il n'aime pas, mais ils attendent de beaucoup d'auteurs comme ça. Hein. On attend le prochain film, le pièce de théâtre, le prochain. Bien. Et ces gens-là, donc ils sont dans notre travail, ils sont dans notre vie, ils sont dans cette communauté. Mais ils te donnent la responsabilité. Et au fond, un artiste, à la différence d'un homme politique, il ne peut pas changer de chemise, de veste, il ne peut pas tourner la veste facilement. Parce que j'ai pas envie je veux continuer à faire ce que je fais, mais je veux dire, les gens attendent de toi que tu ailles plus loin encore dans ta présence, que tu ailles plus loin encore dans ce que tu leur as donné. Et c'est extraordinaire ça, hein, que des gens, cette communauté, ces personnes-là, attendent ton prochain livre pour eux-mêmes continuer à croire à ce monde. Tu ne peux pas faire un livre qui vont se dire oh il est trop con ce mec, j'ai cru en lui, mais tu vois là qu'est-ce qu'il me fait là, tu vois, et donc on est ensemble, ça répond, on est ensemble, on va ensemble. Et même un film comme celui de Laetitia Carton rajoute de la responsabilité. Tu te mets en situation d'être filmé, tu dis des choses. Alors dans le film, tout le monde ne l'a pas vu, il faut que je me tienne à distance. Dans le film, je dis une chose, qu'aujourd'hui je reviendrai quand même un peu dessus. Mais c'est pas parce que je me trahis, mais c'est parce que j'ai vu le film plusieurs fois et je me suis dit là ça va pas. Dans le film, je dis que celui qui crée, celui qui fait, c'est qu'il est mort une fois. Hein? Il a fallu qu'il soit mort une fois. Et qu'il a besoin pour cela, voilà. Il faut qu'il crée pour opposer, hein, à la mort qu'il a eue. Aujourd'hui, je ne dirai plus comme ça. Parce que je crois que, de la même manière que j'ai dit au début de cette conférence, que tout le monde il est artiste, tout le monde est artiste, tout le monde a été confronté à la mort. Tout le monde est mort une fois. Hein? Même la mort du petit chat, d'un enfant, il a un petit chat, le petit chat meurt, ça peut être terrible, ça peut être quelque chose qui va le bouger, le faire. Donc, tout le monde a touché la mort, mais c'est juste le regard. Donc, il y a des gens qui font le tour du monde et ils n'ont rien vu, hein, qu'ils n'ont jamais vu. Et puis tu as le berger qui est resté dans son truc, sa colline, et il a vu le monde entier. Hein. C'est donc le regard qu'on porte sur l'événement, hein, la maladie qu'on a dû avoir, l'amour qui est parti, l'enfant qui est mort véritablement, véritablement ou mort, oui, c'est pas obligatoirement la mort, mais tout le monde a été confronté. Et, sauf que il y en a qui, en fonction de cela, vont bouger dans leur vie. Et si l'artiste, pourquoi? Oui, pourquoi il lui faut tellement, mince. Est-ce qu'ils sont tous malades quelque part? C'est une question, ça. Des gens comme Emmanuel Guibert, par exemple, c'est un dessinateur français, il est très bien, il est impeccable, il est toujours bien habillé, il fait des choses impeccables, vraiment, mais c'est un grand. J'ai l'impression que chez lui, tout est parfait. Et je le connais un peu, je ne sais pas la faille, mais elle est immense. Hein? Mais on ne voit pas derrière la cravate, le costume. On ne voit pas. Mais
sens. La personne ne se met pas en situation d'être artho obligatoirement. On n'est pas dedans. Mais moi, c'est quand même la maladie de mon frère. Je vois bien, que je raconte dans Pierrot. Et là aussi, c'est des questions. Aujourd'hui, cette chose-là, dormir avec son frère malade, il est venu dans mon lit quand j'avais 4 ans, lui 3 ans, et jusqu'à 14 ans, et lui 13 ans, quelque chose comme ça. Même lit, toutes les nuits à tousser, toutes les nuits, moi à me dire, donne-moi ta maladie, Pierrot, moi je vais la tuer, à le caresser pour qu'il ne tousse plus, pour que ça passe. Qu'est-ce que tu as? Comment ça fait? Ça grave, ça grave. Le caresser, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Aujourd'hui, une assistante sociale, c'est cela. Elle vient à la maison, elle enlève les enfants aux parents. Et nous, ça a été notre chance. Hein, qu'est-ce que c'est la vie? Hein, qu'est-ce que c'est la vérité? Hein, qu'est-ce que c'est qui est bien? Qu'est-ce que c'est qui est mal? Hein, mais c'est sûr que mon frère m'a pas donné la maladie, mais m'a donné une part de sa vie, comme je lui ai donné moi. Hein. On s'est échangé quelque chose là. Dans ce moment, dans ce temps de toutes les nuits. Hein, voilà. Je vais au-delà de vos questions. Hein. Peut-être c'est bon maintenant que tout le monde il en a marre. Não sei se alguém quer une autre question, mais en fait, on est déjà, on a déjà passé presque 2 heures. Oui. Et j'espère que on ne se fâche pas si je Je termine vois dans le tes direct. yeux que je ne vois pas tes yeux, je vois que non, ça peut continuer. Je peux dire une chose pour toi, un autre dessin. Je fais un autre dessin. Comme ça, je explique un dessin. Ok. Alors, comment faire retourner ça? Mais toi, tu es déjà passé à tout cela. Hein? Elle dessine magnifiquement, j'ai découvert aujourd'hui. Mais en principe, les gens font des étapes avant d'arriver à ce que tu fais. En principe, on fait des étapes. Alors, imaginons, qu'est-ce que vous voulez que je dessine d'une situation là, il y a de la danse. Mais une autre situation, qu'est-ce que vous voulez? Animal ou homme? Enfin, quelque chose qui bouge. Bon. Si ici, le football, c'est important. Oui, c'est important partout dans le monde. Hein. C'est important. Si, au fond, la question, si je fais un footballeur, dans un premier temps, je dessine toujours debout, hein, je ne m'assois jamais. Donc, je suis debout. Je me dis, il y a les buts là. Je veux shooter et je veux que le ballon rentre dans le but. Comment je vais le taper comme ça, ou il va plonger. J'ai un angle. Je me dis, peut-être il faut que... Et en même temps, je me dis, il ne faut pas que que le goal voit bien mon regard pour de choisir l'angle. Donc, bien. J'ai un bras. Lui, il va là. Il m'aide à voler. L'autre, peut-être, il m'aide à sentir l'angle. La main, elle est peut-être ouverte comme ça. Je suis nul au ballon. Hein. Mon corps, il va dans là. Il vient là. Je fais
je cherche. Maintenant, j'appuie sur le pied ici. Et lui, ce pied-là, c'est pas terrible, hein? Je le sens pas là. Il est tout léger. Il est léger. Il vole comme ce bras. Ce bras, il vole. Là, par contre, les muscles sont très marqués. Oui, mais là, je vous explique déjà la suite, alors c'est couillon. Les muscles sont très marqués. Voilà. Bon, peut-être là, c'est plus comme ça. Voilà, je cherche comme ça. Je travaille toujours au pinceau. Si je fais un livre avec le pinceau, là je suis chinois aussi, je travaille toujours au pinceau. Ça veut dire que je ne fais pas de crayonné. Mais je ne fais pas direct. Je fais comme ça. Je fais... Alors la tête, ça va pas. Il doit avoir la tête plus dedans, là. Ouais, elle n'est pas là-haut. Elle est là, ouais. Il la rentre dans les épaules. Je continue à chercher comme ça. Il la rentre dans les épaules. Et là, ça vole plus. Et là, je cherche sur un papier, mais avec le pinceau, pour rester dans la même pensée, le même outil. Comme quelqu'un qui a un bon tournevis pour dévisser ses vis, ça ne fait pas la même chose que si on a un mauvais tournevis. Hein? Le pinceau, si je dessine au crayon, il ne me vient pas les mêmes idées dans la tête qu'avec le pinceau. Si je dessine au crayon, ben je dessine au crayon, j'aime le crayon, mais c'est un dessin au crayon. Si je dessine au pinceau, je reste avec le pinceau, pour rester dans la même pensée. Et après, je vais me décalquer. J'ai une table lumineuse, je mets ce dessin en dessous et l'autre dessus. Et quelquefois, le même dessin, je le recommence 4-5 fois. Pas quand je fais la danse directe, hein. En direct, là, c'est pas pareil. Donc, je cherche comme ça. Voilà. Et après, je vais décalquer cela. Dans le temps où je cherche, ce n'est que moi qui cherche le geste et le dessin. Bon, comme si je faisais vraiment un crayon, sauf que je reste dans la mentalité du pinceau. Et après, effectivement, après je me mets en situation, véritablement, je ne bouge plus, je suis seulement devant le papier et je vais essayer, hein, mais pour arriver à toi, hein, pour se faire. Après, j'arrive de plus en plus vers le fondement de ce que je veux dire, comment j'ai senti mon énergie dans les muscles, où est-ce que je dois appuyer, où est-ce que je dois mettre la tension, où est-ce que je dois... Après, je suis seulement avec... Et là, ça ne va pas encore et je recommence jusqu'à ce qu'il me semble juste l'essence du mouvement, juste à l'essence de la chose. Voilà comment la plupart du temps je fais. Mais
Ça, c'est quand je fais quelque chose comme le mouvement, hein, quelque chose avec le mouvement. Et là, effectivement, intervient alors, des fois, c'est beau parce que ça, même je le fais avec des enfants d'école. Hein. Là, je vous ai fait ça vite, comme ça, mais avec eux, je m'applique à faire le personnage comme ils le voient dans la bande dessinée d'habitude. Et puis après, je fais ça. Eh bien, des enfants de 6 ans, ils aiment mieux ça que ça. Ils aiment mieux le truc où il n'y a plus que l'énergie. Tu vois, comme quoi, là, on se fait du souci de vouloir une lecture qui soit bien appliquée et tout cela, alors que même un enfant cherche la vie, vraiment, cherche le plus possible la vie. Mais ça ne marche pas si je veux dire, tout à l'heure, j'ai montré le dessin. Ça marche d'autant plus que si, des fois, dans le décor, ce soit très travaillé, hein, et que lui, il va beaucoup plus bouger si tu t'es appliqué pour faire, je ne sais pas moi, les maisons derrière, on peut appliquer, hein, ça va beaucoup plus fonctionner. Toujours là, l'opposition, les oppositions de la vie, c'est des oppositions. Donc l'opposition de lui avec, je ne sais pas, derrière, mais là, s'appliquant en faisant toutes les fenêtres. Et lui, dans ce mouvement absolu, alors que derrière, pour renforcer le statique, par exemple. C'est un jeu, après, de complexité et d'opposition, comme la musique. Comme si lui, c'est ce guitariste que je disais qui était avec, et puis derrière, c'est Miles Davis qui fait opposition. Et vous faites la vie. Et la vie, elle vient. Elle sort toute seule. Ça va. Bom, Merci. merci. Vou dizer adeus às pessoas que nos estão a ouvir em direto, mas fica gravado. Adeus. Il va falloir que tu montes tout ça. Parce que